Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, nous partons aux Philippines. Sur l'île de Talim, Marie est devenue Ate Marie, ce qui signifie grande sœur en tagalog pour tous les enfants du village. Dans cet épisode, elle nous raconte comment ces 2 années ont changé sa vie et tout ce qu'elle a découvert sur l'amour et la confiance. Magandang umaga, ça veut dire bonjour en tagalog. Donc Marie, je suis partie aux Philippines de 2022 à 2024 sur une petite île de pêcheurs qui s'appelle l'île de Talim, dans un petit village à Sapang, qui est à peu près à 3 heures de Manille. Ma mission était principalement dans une petite bibliothèque locale où j'accueillais les enfants toute la journée, du matin plutôt des maternelles et ça on allait jusqu'à la fin du lycée en fin d'après-midi. Je passais mes journées dans une petite bibliothèque locale au sein du village où on accueillait les enfants toute la journée. Mon travail était à la fois d'accueillir ces enfants, donc à la fois sur un soutien scolaire, donc avec des leçons d'alphabétisation pour les jeunes enfants et de soutien scolaire plus pour les adolescents. On accueillait aussi les enfants à la sortie de l'école juste pour leur permettre d'avoir un lieu calme pour accéder à des livres et à des jeux de société. Donc on avait vraiment aussi cet accueil tout simple de tous les jeunes du village. Et j'avais aussi un volet missionnaire auprès des adultes qui étaient avec moi à la bibliothèque, que je formais à mieux accueillir les enfants dans un optique d'apprentissage. Moi, je suis enseignante de formation et donc un peu réfléchir à la manière de faire passer les apprentissages pour les enfants. Donc j'ai eu des formations adultes et ma journée était aussi très cadrée par la prière. Le rôle de la prière était très important. On avait une chapelle sur le lieu de mission. La mission est tenue par des laïcs consacrés, des laïcs philippins, mais qui suivent une fraternité belge, la fraternité Tibériade. Et donc la mission était aussi d'assurer ces temps de prière le matin, le midi, le soir. Et en plus donc de ces horaires dans la bibliothèque, on était sur un lieu où on accueillait aussi des jeunes comme dans un foyer. Et surtout les filles, c'était parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez elles le soir pour des raisons diverses et variées. Et donc on avait aussi un rôle d'éducateur, grande sœur auprès de ces jeunes. Le soir, quand ils rentraient de l'école, on faisait les devoirs avec eux, on jouait avec eux, elles se confiaient à nous aussi. Donc il y avait vraiment tout ce volet qui était aussi un peu informel, plus lié à notre lieu de résidence, mais qui faisait entièrement partie de notre mission. Si je devais un peu me replonger dans ma mission, ce qui me porte le plus et ce qui me touche le plus, ça a été vraiment l'apprentissage de l'amour. Parce que je trouve que c'est vraiment c'est un travail qui est pas évident et on part tous avec cet énorme désir d'aimer et de rencontrer ceux auprès de qui on est envoyé. Mais en fait, c'est loin d'être inné. Ce désir, il se vit, il se confronte à la réalité, à des frustrations, à des agacements, à des incompréhensions. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe où le cœur vraiment s'ouvre. Moi, j'ai vraiment l'impression au départ, d'avoir été vraiment dans ce blocage-là. Et en fait, c'est pas moi qui les ai aimés les premiers, c'est eux qui m'ont aimé la première. D'avoir vraiment appris à aimer des gens qui étaient différents de moi, mais en fait, en les observant comment eux faisaient pour venir vers moi, pour s'intéresser à moi. Et vraiment, la fin de ma mission, au moment du départ, c'était partie des membres de ma famille, chose que vraiment, j'aurais jamais imaginé 2 ans plus tôt quand je suis arrivée. Et les premières impressions étaient très compliquées et je me dis comment je vais réussir à vivre comme une sœur, comme une tante, enfin voilà, comme un membre de leur famille avec toutes ces différences culturelles. Et je me souviens de la 2e année de mission où il y a la fête au village le 1er mai où la tradition est de passer dans toutes les maisons du village que l'on connaît pour y manger un petit morceau, une assiette de riz, un bout de poisson. Enfin, c'est vraiment la fête de Saint-Joseph travailleur et le petit village où j'étais, Sapang, est confié à Saint-Joseph. Et la première année, je l'avais vécu un peu comme une contrainte en disant si je n'y vais pas dans ces maisons, ils vont être blessés. Ça veut dire qu'ils sont pas importants pour moi. Donc on le savait que c'était important de faire le tour de ces maisons sans en oublier une seule pour pas que cette famille soit blessée de notre absence. Et la 2e année, je l'ai vécu comme une grande joie. Vraiment, c'était plus une contrainte. J'allais visiter mes amis, ma famille et j'étais contente de passer de maison en maison, de passer un petit temps avec eux, de bavarder avec
avec eux. Et à la fin de cette journée, j'ai vraiment ce recul de me dire j'ai passé une journée chez moi, dans mon village, comme une réunion de famille. Enfin, le village est devenu ma maison, quoi. Et je me dis, là, je les aime. Et je le sentais. Enfin, il y avait quelque chose de très fort qui se vit physiquement, comme quelque chose de palpable, qui était plus de l'ordre de l'idée, en disant oui, il faut que je les aime. C'est non, je les aime et je le sais. Et ça se vit dans le cœur, quoi. Ce qui m'a aussi touchée dans cette mission qui a duré 2 ans, c'est vraiment l'apprentissage des personnes avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai habité. Alors aux Philippines, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants qui passaient tous les jours dans la bibliothèque. Et en plus, il y a des noms, il y a des surnoms. Donc c'était compliqué de se remémorer tous les prénoms des personnes qui venaient. Et moi, c'était une frustration assez grande au début de ma mission parce que j'avais l'impression de les voir défiler mais de pas les connaître. Et du coup, de pas porter l'attention qu'ils méritaient. Et j'essayais, j'avais un petit carnet où je marquais les prénoms et puis en face, je marquais les surnoms parce qu'ils ont plusieurs surnoms. Donc, il faut savoir de qui on parle quand on en parle. Et au fur et à mesure des mois, je voyais que je mémorisais les prénoms avec les visages associés, etc. Et je voyais que ça les rendait aussi très heureux, les enfants, quand je les appelais par leur prénom, de voir qu'ils n'étaient plus un enfant parmi d'autres, mais qu'ils étaient attendus, aimés, on avait pris soin d'eux. Et ils venaient aussi chercher ça dans la bibliothèque. Ils venaient aussi chercher ce moment où, oui, ils étaient plus dans la rue et personne s'intéressait à eux. Alors, ils étaient quand même aimés, il n'y avait pas de problème, mais d'avoir ce moment où ils étaient aussi accueillis comme un enfant particulier. Le discernement a été à la fois long et court. Je me suis jamais projetée de partir en mission, c'était pas du tout un rêve. Mais dans ma vie étudiante, j'avais vécu pas mal d'expériences de service. Quand je suis devenue enseignante, je me rendais compte que ça me manquait beaucoup et que j'étais pas satisfaite de ma vie, juste boulot, amis, qu'il me manquait quand même une grande dimension de don. Mais je savais pas comment se manifester et comment le mettre en pratique, ce grand désir. Alors moi, ça c'est un peu particulier parce que j'ai assisté à une messe d'envoi de volontaires Fidesco lors d'une session à Paris-Monial. Et j'ai un couple d'amis très proches qui partaient cette année-là en mission en Afrique du Sud. Et à la fin de la messe d'envoi, on a pris un temps, on est allé au restaurant ensemble et on s'est dit au revoir. Je savais que je les reverrais pas avant leur départ en mission. Et ils m'ont dit à dans 2 ans. Et je leur ai dit non, à dans 3 ans, l'année prochaine, je suis à votre place. Alors que je l'avais jamais pensé, jamais imaginé. Et c'est sorti tout seul. Et en fait, cette parole, elle m'a jamais quittée. Je dis, pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce qui t'a poussé? Quelle était cette force intérieure qui t'a fait dire ça? Et j'ai commencé le parcours Fidesco en ne sachant pas du tout où j'allais. Pour moi, au départ, plus 1 an. Finalement, je suis partie 2 ans. J'ai avancé à tâtons, en faisant confiance. Je suis effectivement partie l'année d'après et j'ai effectivement vu ses amis 3 ans après leur départ, du coup. Déjà aux Philippines, donc juste en sortant de l'aéroport, c'est cette chaleur écrasante. Voilà, c'est une chaleur très humide aux Philippines, donc ça se sent tout de suite. Et cette chaleur ne quitte pas, ne m'a pas quittée pendant les 2 ans. Et ensuite, donc ma mission était sur une petite île, donc il fallait s'y rendre en bateau en bambou, voilà, une grosse pirogue en bambou. Et en arrivant au port, voilà, on me dit de toute façon, le bateau ne part que lorsqu'il est rempli. Donc ma première journée aux Philippines, je l'ai passée à attendre que le bateau parte. Et j'ai vite compris que la patience ferait partie de ma mission, en tout cas dans les moyens de transport. Et en fait, ça s'est révélé le cas sur beaucoup de choses. La patience était aussi un mot-clé. Quand je suis arrivée dans le petit village, du coup, là, c'était de nuit. Donc, j'avais cette impression qui était totalement différente de la réalité. Je suis arrivée de nuit, il y avait une coupure d'électricité, il pleuvait. Je me suis dit, oh là là, le confort va être rude pendant ces 2 ans. Mais en même temps, un accueil qui était très chaleureux, beaucoup de sourires. Les Philippins sont connus aussi comme un peuple qui rayonne de joie et qui n'arrête pas de sourire. Et c'est vraiment vrai. Donc, c'est un accueil qui est très fort. Tout de suite, en tagalog, on dit le mot ate et kuya. Ate, ça veut dire grande sœur et kuya, grand frère. Et en fait, ils ne t'appellent jamais par ton prénom, ils t'appellent toujours ate. Donc moi, c'était ate Marie pendant 2 ans. Et ça, tout de suite, ça te met dans une position où tu n'es pas une inconnue. En fait, tu fais tout de suite partie de leur famille et ils te le font sentir par la manière dont ils t'appellent, mais ils te le font aussi sentir par la manière dont ils s'adressent à toi, dont ils t'accueillent, dont ils te font découvrir la mission, leur pays. Donc c'est quelque chose qui est très marquant et qui vient tout de suite quand même compenser. Les conditions extérieures sont pas toujours faciles. La période des pluies, on est arrivé, il pleuvait tous les jours, beaucoup de coupures d'électricité, pas d'eau chaude. Donc ça, c'est les premières impressions, mais qui sont très vite compensées par cet accueil qui est vraiment incroyable et qui caractérise tant le peuple philippin.
Je repense aussi à un épisode que j'ai vécu pendant la première année de mission. Nous, notre mission était sur une île, donc il fallait prendre ce fameux bateau pour rejoindre l'île qui s'arrêtait à plusieurs villages. Un jour, en fait, il y a eu un drame qui était jamais arrivé. Moi, j'avais jamais eu peur dans les bateaux, mais un bateau a fait naufrage. Le bateau était trop chargé, les personnes ne savaient pas nager et il y a eu beaucoup de victimes, plus de 50 victimes. Et donc, chaque village autour, mon petit village et les villages autour, chaque personne connaissait un cousin, un oncle qui était décédé dans ce naufrage. Et moi, à ce moment-là, il y a eu aussi une grosse réflexion de dire quel est mon positionnement moi aussi en tant que volontaire. C'est pas les gens de ma famille, je les connaissais pas, ces personnes qui étaient décédées, mais je connaissais les personnes qui souffraient de leur départ. Et à ce moment-là, je me dis mon rôle de volontaire, ça a été uniquement d'écouter, d'être là, d'être une écoute attentive et aimante, d'aller prier aussi pour les défunts, puisqu'on a aussi beaucoup veillé, on a fait des veillées dans les familles. Et je me suis vraiment rendu compte de la puissance et du mot qui était hyper exigeant de la compassion. Compassion, c'est vraiment un amour, littéralement, ça veut dire souffrir avec. Et ce mot-là n'avait aucun sens pour moi avant, en fait. Dans nos vies quotidiennes, on aime quand c'est facile, on dit « je prie pour toi », mais en fait, on ne prend pas la souffrance de l'autre. Et là, dans ce petit village, avec ces personnes que j'avais vécues depuis presque un an, je me rendais compte que j'étais d'une tristesse absolue en partageant leur peine. Alors, c'était effectivement assez dur, parce que le village était en deuil pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, mais il y avait ce côté où on faisait famille, comme si en fait, on se soutenait les uns les autres, et il y avait ce soutien mutuel qui était extrêmement fort. Et moi, je me dis, à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte à quel point ces personnes avec qui je partageais ma vie étaient devenues des personnes que j'aimais profondément, et que j'étais aussi triste que c'était ma petite sœur qui m'annonçait une mauvaise nouvelle, et que finalement, mon désir immense de les rencontrer et de les aimer, dans ce drame, ça venait révéler à quel point j'avais réussi à créer un lien qui était un lien d'amour. Sur notre lieu de mission, on était avec 8 jeunes, 4 filles et 4 garçons, où on partageait beaucoup de choses. Le repas du soir, les devoirs, les veillées, on apprenait à chanter. Enfin, il y avait beaucoup d'activités. Et ces jeunes, au début de la mission, alors ils étaient toujours très souriants, toujours très accueillants, mais je sentais qu'ils avaient une certaine réticence à vraiment nous parler de ce qui faisait le cœur de leur personnalité, de vraiment nous livrer quelque chose qui était important pour eux. Et en fait, ce qui était beau, c'était de partager cette vie quotidienne. En 2 ans, j'ai vécu 2 fois leurs anniversaires, 2 fois Noël, 2 fois Pâques, et de voir dans leur regard que j'étais pas juste de passage, mais que je restais là et je restais auprès d'eux et dans leur vie quotidienne toute simple. C'était, leur 2e anniversaire, c'était « Ah, mais t'étais déjà là l'année dernière, en fait, toi. Donc tu l'as déjà vécu ». Et ils ont commencé au fur et à mesure, surtout les filles, parce que c'était souvent des histoires un peu douloureuses, où soit leurs parents ne pouvaient plus les accueillir, ou ils avaient eu des passages difficiles dans leur vie qui expliquaient leur présence dans le foyer. Et au fur et à mesure se sont ouvertes, aussi au fur et à mesure où j'apprenais la langue locale. Il faut dire qu'ils parlent anglais, pour la plupart ils se débrouillent en anglais, mais ils veulent pas faire non plus l'effort de parler anglais. Donc pour avoir cette intimité, il faut parler la langue locale. Et donc au fur et à mesure dont je pouvais m'adresser à eux simplement, et je comprenais leurs discussions aussi informelles, ils se sont aussi rapprochés, et elles m'ont livré leur parcours par bribes. Il y a eu un moment donné où il y a eu des déclics, où elles sont vraiment venues me parler, et cette relation qui s'est tissée de grande sœur, ça a été une grande joie de la mission. En fait, on aurait pu choisir de pas passer ces temps-là ensemble, elles comme moi, mais c'était un choix de le faire parce qu'on avait envie, en fait, de passer ce temps-là, parce que c'est un temps qui nous faisait du bien à toutes les deux. Et donc, c'était aussi beau de voir cette relation qui n'était pas demandée par la mission, mais qui était vraiment un cadeau reçu. Et j'ai eu certaines qui n'étaient pas aussi expansives que ça quand j'étais sur place, et qui, à mon départ, notamment une qui m'a écrit une très belle lettre, et qui m'a, en fait, dans cette lettre, écrit ce qui l'avait touchée en moi pendant ma mission, des choses qu'elle m'avait jamais dites pendant ces 2 ans. Et elle me dit, sur ça, je vais prendre modèle sur toi. Et c'était très touchant de voir que, sans le vouloir, on a transmis un petit bout de qui on était. On leur a aussi donné l'envie d'avancer dans leur vie avec confiance, en apprenant à mieux s'aimer, à mieux se connaître, à leur donner un peu des armes dans la vie, parce que c'était des jeunes filles qui n'avaient pas été aidées dans leur début de vie, justement, et de pouvoir juste leur redonner ce qu'elles auraient dû avoir dès la naissance, et qu'elles en ont été privées. Donc ça, c'était un vrai cadeau de pouvoir grandir dans cette amitié avec ces jeunes, et avec qui je suis pour la plupart encore en contact, et dont je suivrai leur parcours de vie, je pense, encore très 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 longtemps. «
Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que je suis rentrée de mission et il y a une question qu'on nous pose, souvent, c'est: «Qu'est-ce que tu gardes de ta mission? Quels sont les fruits de ta mission?» Ce que je retiens, c'est quand même une simplicité dans les relations de ma vie quotidienne et une facilité à aller vers des gens que je ne connais pas et ça, je suis sûre que c'est le résultat de ma mission. C'est aussi une facilité à faire confiance. Ils m'ont fait confiance alors que c'était moi l'étrangère dans leur pays. C'est eux qui sont venus vers moi alors qu'à la base, c'était quand même moi qui étais envoyée auprès d'eux et j'ai bien vu l'inversion des rôles et en France, j'essaye à ma petite échelle de faire ce pont et avec des personnes que je connais pas, d'aller vers eux, de faire confiance. Ce qui me touche aussi, c'est de voir, ces liens qui se poursuivent, même après le retour. Alors, j'ai des contacts avec, des jeunes, mais aussi de jeunes qui ont passé une année, en Belgique et qu'on a accueillis plusieurs fois, en France et de voir que ces liens qui ont été tissés, en fait, dans un contexte si différent, dans une culture si différente, en fait, se poursuivent de la même manière, en France. C'est beau de voir que en fait, c'était pas des relations, éphémères, c'était pas du faux. En fait, ce qu'on a vécu était réel, était basé, sur des vraies amitiés et que dans un contexte différent, nos cœurs se comprennent toujours, en fait. Il y a toujours cette compréhension. Alors oui, effectivement, le contexte a changé, la langue a changé, mais en fait, les amitiés étaient sincères et parfois, à notre tour, on a l'impression d'avoir un peu rêvé, d'avoir vécu dans un monde, qui était pas la réalité et que les relations étaient pas faussées, mais qu'elles étaient pas totalement ajustées et en fait, de voir le temps qui passe et ces relations qui durent, qui se poursuivent aussi pour certains plus que d'autres. On m'a aussi demandé d'aider, une jeune, financièrement pour terminer ses études. Alors c'était pas du tout une obligation, mais en fait, ça avait beaucoup de sens pour moi qui avais vécu avec elle pendant 2 ans, de l'aider à poursuivre son rêve. En fait, pour moi, ça m'aide à me dire que ma mission n'était pas une parenthèse, mais était juste, un chapitre de ma vie qui continue et ces personnes-là feront toujours partie des prochains chapitres de ma vie. Merci Marie de nous avoir fait voyager au cœur de ta mission. Ton récit nous rappelle que les missions ne s'arrêtent jamais vraiment. Elles continuent dans nos cœurs, dans nos relations et dans nos choix. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous aussi vous sentez l'âme d'un volontaire, venez faire un tour sur notre site internet fidesco.fr/partir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cœur de Mission. À bientôt!